Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont voici les principaux titres. L'uniforme obligatoire à l'école de l'enseignement de base, donc dès la rentrée 2018-2019. Et en Afghanistan, l'ONU appelle les talibans afghans à s'engager dans un nouveau cessez-le-feu. Bonjour à tous. Nous vous le disions il y a quelques instants, la rentrée scolaire 2018-2019 sera marquée cette année par le port des tenues uniformes pour les élèves du primaire. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, porte à la connaissance des parents d'élèves de l'enseignement public que conformément au décret pris le 26 juin 2018, le port de tenues uniformes est rendu donc obligatoire à l'école primaire. Les parents d'élèves des classes de première année, deuxième année, troisième, quatrième et cinquième année doivent prendre les dispositions qui s'imposent pour habiller leurs enfants correctement dès le premier jour de la rentrée scolaire. Les uniformes se présentent de la manière suivante. Pour les garçons, une chemise et un pantalon bleu marine, et pour les filles, une chemise bleue et une jupe longue de couleur bleu marine. Les points de vente agréés des tenues réglementaires sont répartis comme suit. À Djiboutiville, pour la commune de Razdika, magasin Le Boiteux du Héran. Pour la commune de Boulaos, magasin De Boiteux donc de l'aviation, centre commercial d'Enguela. Et pour la commune de Balbala, magasin Le Boiteux de la place Cheikh Moussa, Hayablé et PK12. D'autres points de vente agréés sont prévus dans les chefs-lieux de chaque région de l'intérieur. Le prix d'une tenue uniforme est de 3500 francs Djibouti. Les parents sont tenus d'acheter pour toute l'année scolaire au moins 2 uniformes pour chaque enfant, ce qui revient à 7000 francs par enfant pour toute l'année scolaire. Les tenues uniformes pour élèves donc seront mises en vente à partir du 5 septembre. Et pour nous en parler et nous en dire plus concernant donc ce nouveau projet mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, notre invité du jour, monsieur Mohamed Barkhad Siraj. Bonjour, monsieur le conseiller. Vous êtes conseiller donc du ministre de l'Éducation nationale. Revenons d'abord sur cet uniforme. Comment est-ce que c'est un projet qui a duré de longue haleine? Je veux dire, c'est pas un projet qui est apparu aujourd'hui. Absolument, merci Ahmed. C'est un projet de longue date. C'est un projet qui est resté de longues années dans les tiroirs du ministère, puisqu'il date ou il résulte des recommandations des États généraux tenues déjà en avril, en décembre 1999 déjà. Lors de ces États généraux, les ports de l'uniforme à l'école faisaient partie. C'était un point intégrant des recommandations des États généraux. Depuis, plusieurs ministres se sont succédés à la tête du MENFOP, mais ces projets qui étaient un peu difficiles à mettre en place parce qu'il fallait prendre beaucoup de dispositions pour cela. De ce fait, le projet est resté longtemps dans les tiroirs du ministère, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, voilà, le projet est là, il arrive, et je crois que nous devons nous en féliciter. Et féliciter le chef de l'État qui a décrété ce projet le 26 juin dernier, et féliciter aussi le ministre de l'Éducation, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, car c'est grâce à, je dirais, à son esprit volontariste et à sa volonté, oui, que nous avons pu mettre en place ce projet. Alors, le prix de l'uniforme, 3500 francs, comment vous allez-vous arriver donc à ce prix-là? Ne pensez-vous pas que certaines familles n'auraient pas les moyens, quand ils auront bien sûr plusieurs élèves à l'école et pour lesquels il faut payer au moins 2 tenues par élève? Vous savez, bon, c'est une réforme, et c'est une réforme d'envergure nationale. Toute réforme suscite des questions, suscite des réactions positives comme négatives, et nécessite également qu'on se pose des questions. Bon, vous savez, d'abord, il faut savoir que c'est une doléance qui émane de la population djiboutienne, même si le gouvernement a été pour. Donc, à l'origine, le projet vient des parents d'élèves, parce que lors des États généraux, en 1999, ce sont les représentants des parents et les représentants de la société civile qui ont demandé, parmi les doléances qu'ils ont faites, ils ont demandé, entre autres, le port de l'uniforme. Le port de l'uniforme. Bon,
en connaissance de cause alors. Et la doléance a été réitérée lors du colloque en 2016, il y a 2 ans. Bon, les parents, on peut dire que les parents étaient prêts à assumer. Oui. Après, vous m'avez parlé des prix. Vous savez, moi j'ai des enfants comme vous, j'espère. Oui, exactement. Et les enfants nécessitent beaucoup de dépenses pour les habits. Nous dépensons beaucoup d'argent pour les habits des enfants, quelles que soient les familles. Chaque famille a son niveau, mais au cours d'une année scolaire, pendant 8 mois, nous achetons à plusieurs reprises les habits pour les enfants. Et si on estime le coût de ces habits pour une année scolaire, ce n'est pas moins de 7 000 francs. Non, pas moins. Ça doit faire 20 000 ou 30 000 pour certains ou autres. Bon, au début, parce que maintenant, comme vous avez bien précisé, il faut que chaque enfant soit doté d'au moins 2 uniformes. De 2 uniformes, oui, au prix de 3 500 francs là, ce qui fait que 7 000. Au début, c'est vrai, ça va être difficile pour les plus modestes d'entre nous. Mais une fois qu'on a acquis les 2 tenues, c'est parti pour une année. Pendant toute l'année, on n'a pas besoin d'acheter d'autres habits pour les enfants. Et vous savez, l'une des raisons, je vous disais que c'est une demande des parents, mais c'est aussi une volonté du gouvernement d'instaurer cet uniforme. Pourquoi les ministères et le gouvernement visent quoi dans ces projets à travers les uniformes? Vous savez, c'est comment dire, c'est un symbole. C'est un symbole quoi? C'est un symbole d'égalité sociale entre les enfants à l'école. Les enfants des familles aisées ou des classes moyennes et les enfants du milieu modeste oui, sont habillés de la même façon. Donc, c'est une mesure. C'est un aspect important dans la vie. Dans un pays comme le nôtre, où tout le monde n'est pas riche, où il y a beaucoup de disparités sociales entre les enfants et entre les familles. Donc le fait de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, oui, c'est important. C'est important et c'est important aussi même, je dirais, en termes pédagogiques aussi, parce que l'enfant n'a plus ce complexe de s'occuper de ses habits, d'envier les habits des copains et de rester complexé par rapport à son camarade d'à côté, parce qu'ils ont tous les mêmes habits. C'est toutes ces choses-là qui vont disparaître avec le port de l'uniforme. Voilà les raisons qui ont poussé justement le gouvernement et le président de la République à adopter cette mesure. D'accord. Alors la date du 5 septembre pour finir, monsieur le conseiller, puisque la rentrée est pour le 10, pensez-vous que les parents ou les responsables des élèves auront le temps d'acheter les tenues pour les élèves? Parce que, comme il est bien précisé dans le communiqué, l'enfant doit être correctement habillé, c'est-à-dire qu'il doit porter l'uniforme le jour même de la rentrée scolaire. C'est vrai. Comme je disais, bon, les points de vente sont un peu, c'est peu, je veux dire. Oui. Donc à l'avenir, il faudra, je crois, peut-être. Comme vous le dites, c'est un début. C'est un début, voilà. Donc c'est un début et les habits seront disponibles à partir du 5 septembre et la rentrée c'est pour les 10. Donc le délai est un peu court, mais les gens, je crois que les gens auront le temps. Je crois que le ministère aussi fera preuve d'indulgence aussi pour cette première rentrée avec port de l'uniforme. Les gens auront le temps, je crois, oui, parce que c'est après le salaire aussi. Donc les gens auront le temps de s'acheter les vêtements, parce que certains iront les matins, d'autres pendant l'après-midi, oui, d'autres. Et les distributeurs ou les vendeurs, j'espère, vont se débrouiller pour accueillir de la meilleure manière cette clientèle de parents. Merci monsieur le conseiller pour toutes ces précisions. C'était donc monsieur Mohamed Barkhad Silaj, conseiller du ministre de l'Éducation nationale, donc, qui était notre invité de cette édition. Et le ministère, je le rappelle, donc cette année, la rentrée scolaire sera marquée par le port des tenues uniformes pour les élèves du primaire. Merci monsieur le conseiller.
Également dans l'actualité, développement rural, aider donc les éleveurs nomades à s'adonner à l'agriculture vivrière, c'est le pari réussi qu'a entrepris l'association pour le développement intégré du Mabla ou ADIM. Cette association est parvenue à améliorer les conditions de subsistance des populations nomades de cette région du nord du pays. C'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Wafa Othman. Il y a une dizaine d'années à Daïmoli, à une douzaine de kilomètres de Tadjoura. Aujourd'hui, c'est une oasis avec une production significative des dattes et maraîchères. À l'époque, il y a une dizaine d'années, Daïmoli est désertique, avec une petite source d'eau. Alors Adim a posé ses valises et aujourd'hui, Daïmoli est une oasis verdoyante avec des périmètres agro-pastoraux, avec une production importante des dattes et des produits maraîchers. Pour ses débuts, l'association a bénéficié d'un don des plants dattiers du président de la République, qu'elle utilise à bon escient. L'association est dirigée par un pionnier, en l'occurrence M. Ahmed Hassan, qui s'est beaucoup investi dans la promotion du développement rural avec la participation des hauts cadres de la région, notamment du secteur de Mabla, qui se sont beaucoup impliqués. Au début, personne ne croyait que la production des dattes sera possible à Daïmoli. Avec le premier succès, Adim a élargi ses activités de développement rural à Wendik et Galapto, dans les deux régions du nord, mais aussi dans les localités en altitude de la région de Mabla avec le soutien de l'IGAD. Pour garantir la réussite du projet, l'ADIM s'est lancé dans une vaste campagne de sensibilisation des éleveurs nomades sur l'importance des activités agro-pastorales pour améliorer leurs conditions de vie. Le projet a été bien accueilli par la population qui subissait du plein fouet les conséquences des aléas climatiques, avec la rareté des pluies et la disparition du couvert végétal servant à l'alimentation du bétail qui était la principale source de subsistance des nomades. La formation des éleveurs a été menée avec le soutien du ministère de l'Agriculture et du CERD sur le site de Daïmoli, qui est devenu au passage un centre de formation et a permis aux anciens éleveurs d'acquérir les techniques de l'exploitation agricole. Le projet de développement rural exécuté par l'ADIM a été une originalité dans la région. Elle associe les activités d'adaptation climatique et la résilience. Aujourd'hui, les résultats sont encourageants. La production agro-pastorale est en constante augmentation chaque année dans les périmètres réalisés dans le secteur de Mabla. Les impacts, c'était d'ailleurs dans le région du Nord, donc c'est-à-dire qu'il y avait la plantation de dattes. L'année 2016, on a fait plus de 1 tonne de dattes. 2017, on a fait plus de 2 tonnes et demie. Et cette année, on a fait presque 3 tonnes. Jusqu'à maintenant, on est en train de distribuer. L'impact, c'est-à-dire les résultats, été satisfaisant. Non seulement des dattes, il y a d'autres plantations aussi, des tomates, des oignons, tout ce qui est légumes. L'ADIM a atteint son premier objectif. Elle a encouragé des centaines de familles nomades à se tourner vers le travail de la terre, qui est aujourd'hui une alternative dans les zones rurales. L'association a même octroyé des dons de dattes à l'orphelinat et au centre de santé de Tadjoura. Au vu du premier résultat, l'ADIM a élargi sa campagne de sensibilisation dans les autres localités de la région de Tadjoura, ainsi qu'à Obok, toujours avec pour objectif de favoriser le travail de la terre auprès des éleveurs nomades du Nord. Par ailleurs, le président Ahmed conseille à la population de Djibouti d'encourager le travail de la terre auprès des éleveurs nomades. C'est un défi qu'on doit relever partout. Aujourd'hui, l'association projette de se lancer la plantation d'arbres dans le Nord et elle ambitionne donc de lancer une vaste campagne de plantation d'arbres dans les axes routiers nationaux grâce à la pépinière réalisée à Daïmoli. La personne qui aime son pays, il faut qu'il donne le valeur à son pays. Le valeur, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il faut travailler pour le pays. Aider les gens qui sont dans le besoin, aider les gens qui sont prêts à planter dans toutes les voies publiques sur les territoires et rendre Djibouti vert. Également dans l'actualité, donc un autre dossier toujours concernant l'agropastoralisme, les périmètres agricoles d'Assamo et de Doudou Balala dans la région d'Ali-Sabié connaissent une nette expansion de leurs activités et par la même occasion une augmentation de leurs revenus. Cela a été rendu possible grâce à l'amélioration du réseau routier où un nouvel axe routier a été réalisé. Regardez.
localité d'Assamo est située à 27 km de la ville d'Ali Sabié. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait procédé le 25 janvier dernier à Ali Sabié, chef-lieu de la région du même nom, à l'inauguration de la route reliant désormais cette ville à la localité voisine d'Assamo. Cette inauguration fait suite aux nombreuses doléances exprimées par la population de cette localité. Cette nouvelle route, un tronçon bitumé d'environ 25 km, contribuera significativement au désenclavement de la localité d'Assamo, fief agricole indiscutable dont les habitants peinaient jusqu'alors à commencer et à échanger convenablement, faute d'infrastructures routières viables avec la ville voisine d'Ali Sabié et partant de là avec le reste du pays. Outre la possibilité d'écouler désormais rapidement leurs récoltes en fruits et légumes, spécificité économique de cette localité, la ville d'Assamo s'ouvre également avec la réalisation de ce nouvel tronçon routier à la perspective de développement un nombre important d'autres projets économiques. Les objectifs poursuivis à travers les travaux de bitumage de cette route sont d'améliorer l'accès des produits agricoles et pastoraux aux circuits de commercialisation existants tout en assurant la durabilité des investissements de la Banque africaine de développement. Outre la réhabilitation complète de la route, les habitants d'Assamo ont bénéficié de l'octroi de multiples équipements et des travaux de mise en valeur de leur périmètre agricole. Au total, 60 petits périmètres cultivés d'une superficie totale de 60 hectares sont dans ce cas. Leurs propriétaires ont bénéficié des constructions d'une station de conditionnement des produits agricoles, de 32 réservoirs d'eau d'une capacité de 32 mètres cubes, de capacité de 15 réservoirs d'eau de 50 mètres cubes, de la réalisation et de la réhabilitation de 47 puits cimentés, des installations de 30 pompes solaires adaptées aux conditions climatiques extrêmes, allant de pair avec la mise en place de 10 kits d'arrosage de goutte à goutte et de 10 serres. La localité de Assamo peut désormais bénéficier pleinement de sa production agricole. Cependant, d'autres localités de la région se lancent dans la production agro-pastorale. مشروع عادو بلارن وحبارسن yahay khayraad fara badan waxa la sameeyay barkado waxa la sameeyay ceelasha baa la dhisay baalan wax lagu beeraa la sameeyay biyo xidhiya la sameeyay si fiican buu socdaa si fiican iyaga socdana maro mana dhamaanine xal baar waxa rajaynaynaa inuu ka dhamaana door rabbi raaho. La localité Assadjok de Doudou Balala, située aux alentours du Grand Bara, qui abrite des champs vastes qui produisent la plus grande quantité des dattes de plusieurs variétés de notre pays. Le choix de Doudou Balalé n'est pas anodin. Cette localité de la région d'Ali Sabié compte des champs vastes qui produisent la plus grande quantité de dattes de plusieurs variétés destinées au marché local. Un éventail varié de dattes. Les agriculteurs avaient exposé sur place les différentes variétés de leur production de dattes. Leur stand était rempli de dattes de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Un fruit miracle dont les vertus alimentaires sont mentionnées dans tous les livres saints. Le palmier dattier est l'image même de l'opulence et donc de la générosité divine. Le Saint-Coran évoque à son propos, ici et là, un vocabulaire très riche qui renvoie aux emplois multiples que l'on peut faire des différentes parties constituées du palmier. Alhamdulillah, yalla faylada ba'ata, yalla ha faylada ba'ata, ba'ala saku, waysa tamirane wibului, ahaha, yalline kubri semi yalla faylada ba'ata. Lakataya hukumatai waysa tanah tanifarahnui fukkuha tahikadu faylada ba'ata. Ces produits agricoles, tels que les fruits et légumes et les palmiers, résultent des efforts incontestables du gouvernement djiboutien, notamment du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Djibouti s'apprête dans un proche avenir à augmenter sa production agricole. Et dans le dernier dossier de cette édition à Djiboutiville, donc nous allons revenir sur ce dossier, mais avant, retrouvons tout de suite l'appel à la prière d'Al-As. La suite du journal, c'est dans quelques instants. Voilà, donc c'était l'appel à la prière de la race. Nous retrouvons la suite de notre journal, le dernier dossier donc de cette édition à Djiboutiville. Le constat a été établi donc que les cybercafés connaissent moins d'affluence que par le passé. Ils attirent moins de monde. Les smartphones, les iPads et les iPhones devenus moyens de communication personnalisés et le haut débit sont passés par là et expliquent ce désamour. Regardez, c'est un magazine préparé par Hidaya Mohamed. 10 ans, voire même une quinzaine d'années, les cybercafés étaient des lieux de prédilection de la jeunesse djiboutienne. Que ce soit après les cours de classe ou juste pour un passage anodin, les jeunes se donnaient rendez-vous en masse dans les cybercafés, chose qui n'est plus d'actualité en 2018.
En cette période, la connexion Internet était rare. Le réseau 4G+ d'aujourd'hui, ainsi que les smartphones, n'existaient guère dans la capitale djiboutienne. Cependant, grâce à l'opérateur national Djibouti Telecom, la donne a bien pris une toute autre tournure après quelques années. Maintenant que les Djiboutiens ont beaucoup plus d'accessibilité à Internet, que ce soit dans la capitale ou bien dans les régions de l'intérieur, se connecter sur Internet ne semble plus poser de problème à quiconque en 2018. Un autre facteur qui a tout aussi son importance dans le fait que les cybercafés ne sont plus aussi fréquentés par rapport à une dizaine d'années, c'est le smartphone. Parmi les clients qui fréquentent jusqu'à aujourd'hui les cybercafés, nous avons eu l'occasion de rencontrer Abbas Saïd. Dans les bus, dans les espaces publics, dans les mabras ou bien dans d'autres endroits, les gens ne sont plus qu'obsédés par le smartphone. Cet appareil cellulaire a pris tout le monde de court. Moins cher, très abordable sur le marché, le smartphone se positionne aujourd'hui comme le seul et unique bourreau des cybercafés à Djibouti. Et passons à présent aux nouvelles du continent africain et à travers le monde avec Asma Aboubakar. Bonjour Asma. Bonjour à vous. En République démocratique du Congo, Asma, le bilan des victimes de l'épidémie d'Ebola s'est encore aggravé. On évoque à présent le nombre de 75 morts. Oui, effectivement, le ministère de la Santé en République démocratique du Congo a révélé hier que le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui sévit dans l'est du pays s'est encore élevé. Il est monté effectivement à 75 morts. Ce bilan était de 55 morts il y a une semaine de cela. Donc le ministère de la Santé a confirmé que 47 personnes sont décédées parmi les 83 cas confirmés par des tests en laboratoire. Eh bien, selon la direction générale de lutte contre la maladie, il y a eu 18 guérisons, une vingtaine de personnes sont hospitalisées et 10 cas suspects en cours d'investigation. Eh bien, la 10e épidémie sur le sol congolais depuis 1976 touche la région du Béni, dans le Nord Kivu. Eh bien, zone d'activité de groupes armés qui menacent donc des civils dans Béni et ses environs. Les exactions sont principalement à attribuer aux alliés, donc défense force ougandais. Et nous restons en Afrique, Asma, au Mali notamment. Un raid aérien de l'armée française a entraîné la mort de Mohamed Ag Al-Mouner, un responsable djihadiste. 3 autres personnes, un garde de ce dernier, une femme et un enfant, ont également trouvé la mort dans ce raid. Oui, effectivement, l'armée française a annoncé la mort de Mohamed Ag Al-Mouner, l'un des chefs du groupe État islamique au Grand Sahara, ainsi que 2 civils. Ce sont les commandos français qui ont retrouvé le corps du défunt avec un élément de sa garde rapproché, ainsi que 2 civils, une femme et un enfant. L'état-major de la force Barkhane a exprimé ses regrets et présenté ses condoléances aux proches des 2 victimes. Il a également annoncé l'ouverture d'une investigation pour déterminer comment ils ont été atteints lors de cette frappe. Plus connu sous le nom de Tinka, Mohamed Ag Al-Mouner avait beaucoup fait parler de lui ces derniers mois. Ce djihadiste âgé d'une trentaine d'années s'est ainsi imposé comme l'un des responsables influents du groupe islamiste dirigé par Abu Walid al-Sahraoui. Et concernant la situation prévalant en Afghanistan, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à son tour les djihadistes talibans à s'engager dans le cessez-le-feu proposé par le chef de l'État afghan, Ashraf Al-Ghani. Oui, le Conseil de sécurité de l'ONU a, dans une déclaration approuvée à l'unanimité, a appelé hier les talibans afghans à s'engager dans un nouveau cessez-le-feu comme proposé par le président afghan. Le Conseil a exhorté les talibans à suivre ce mouvement sans retard. Dans sa déclaration, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé aussi aux talibans d'accepter l'offre faite en février par le gouvernement afghan de s'engager dans des discussions de paix directes sans condition. Depuis l'intervention américaine contre les éléments d'Al-Qaïda en 2001, l'Afghanistan est ravagé par 17 ans de guerre. Ces 17 années ont suivi les 10 ans de combat menés contre la présence des troupes soviétiques. Et en Allemagne, Asma, les groupes d'extrême droite poursuivent leur exaction contre les immigrés. Ils ont de nouveau manifesté pour démontrer leur montée en puissance et passer à tabac nombre de réfugiés. Oui, plusieurs personnes ont été blessées hier lors
lors d'une manifestation de l'extrême droite organisée dans la ville de Chemins. La veille, donc, une chasse aux immigrés avait été organisée après le meurtre d'un homme de 35 ans. Des personnes ont été blessées par des engins pyrotechniques et des projectiles lors d'un rassemblement sous haute tension de milliers de sympathisants d'extrême droite. Cette affaire survient dans un contexte politique tendu par la chancelière allemande Angela Merkel, qui se voit régulièrement accusée par ses détracteurs et par le président donc, américain Donald Trump d'avoir contribué à la hausse de la criminalité en ouvrant les portes du pays aux migrants. Merci Asma pour toutes ces précisions. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.